Bonjour Laurent Fébis. Bonjour. Alors l'affaire Alstom a révélé les convoitises dont font l'objet nos fleurons industriels et cela survient alors que l'on sent monter une nouvelle vague de fusions-acquisitions dans le monde. Alors pourquoi maintenant? Eh bien, c'est simple. Nous sommes au moment où l'on compte les gagnants et les perdants de la crise. C'est donc aussi l'heure de vérité pour les entreprises françaises affaiblies qui risquent de passer sous contrôle étranger. N'oublions pas que c'est de la sorte que nous avons perdu Péchinet et Arcelor dans le passé. Et aujourd'hui, après Peugeot, nous voilà face au cas Alstom. Mais on pourrait tout autant parler de la fusion de Lafarge et du Suisse Holcim, de l'équilibre futur de l'alliance Renault-Nissan, qui peut être un peu inquiétante, et peut-être aussi de l'avenir de Sanofi, dont le président vient de s'installer aux États-Unis, ce qui, avouez-le, est tout un symbole. Mais comment en est-on arrivé là? On a trop accusé la mondialisation. On s'est trop focalisé sur le bouc émissaire chinois. Et nous n'avons pas été assez attentifs au contexte géoéconomique européen. Cela s'est révélé un piège. Un piège d'autant que la France n'a pas su transformer son modèle économique à temps. Alors, tout l'enjeu est aujourd'hui d'inverser le sens de l'histoire. Mais il faut prendre en compte que nous sommes dans une union monétaire et que la zone euro renforce inexorablement la polarisation industrielle autour d'une puissance centrale. Et cette puissance centrale que vous évoquez, c'est bien évidemment l'Allemagne. Eh bien oui, il y a un leadership allemand qui est incontestable et ce n'est pas la France qui a tiré le meilleur parti du grand marché européen. De plus, la demande européenne, vous le savez, elle est en berne. Alors que faire quand l'Allemagne génère 45% de la valeur ajoutée en biens d'équipement et en automobile contre seulement 7% pour la France? Comment éviter la vassalisation économique face à un puissant voisin qui a réussi à intégrer ses partenaires dans son système productif et ses chaînes de valeur? Notre rêve d'une puissance économique et politique européenne a en fait débouché sur une plateforme de production largement dominée par un pays qui définit aujourd'hui les règles du jeu. Nous sommes embarqués dans une stratégie qui donne la priorité aux exportations au détriment de la demande intérieure, ce qui explique d'ailleurs largement les tensions déflationnistes que nous subissons. Alors cette domination de la plateforme productive allemande, quelles conséquences pouvez-vous en tirer sur nos stratégies d'alliance? D'abord, ne pas en tenir compte, plutôt ne pas tenir compte de notre situation d'infériorité serait une totale erreur. Nous sommes affaiblis et confrontés au leadership incontestable de l'économie allemande dans beaucoup de domaines. Et il est souvent difficile de se sortir seul de cette situation. Mais provoquer des regroupements européens en position de faiblesse, c'est une erreur. Négocier avec des rivaux directs sur des marchés en surcapacité, ce sera toujours défavorable à notre outil de production et donc à l'emploi. Ce n'est donc qu'en déplaçant le jeu et en se tournant délibérément vers l'échiquier mondial que le tissu productif français peut s'extraire du piège dans lequel il est tombé. Alors si l'on regarde l'actualité de ces derniers mois, on constate que c'est justement la voie qu'ont suivi Peugeot et Alstom. Oui, parfaitement. Ces groupes ont choisi de s'allier à un partenaire extra-européen qui offre des complémentarités en termes de puissance financière, industrielle, une ouverture à de vastes marchés et de véritables perspectives de développement. Mais l'appui de l'État, il est indispensable pour renforcer notre pouvoir de négociation, le pouvoir de négociation de nos entreprises qui sont en position défensive. Et il faut également bien valoriser notre apport technologique. Est-ce que toutefois on ne pourrait pas regretter que l'on ne donne pas la priorité à des solutions franco-françaises? Non. Excusez-moi d'être aussi vindicatif. Non, la France n'en a plus les moyens. Il faut comprendre que le monde est passé du commerce des produits au commerce des opérations. L'enjeu n'est donc plus de maîtriser des filières entières et des produits de A jusqu'à Z. L'enjeu désormais, c'est de parvenir à capter de la valeur sur des maillons stratégiques de chaînes de production et de services qui sont aujourd'hui mondialisés. L'impératif, c'est d'être fort sur des maillons de la chaîne de valeur et pas sur toute la filière.
Laurent Fébis, vous avez évoqué des situations défensives, mais où sont nos maillots offensifs, autrement dit nos points forts de spécialisation? Eh bien, les entreprises françaises ont souvent du mal à conquérir les maillons aval des filières. Il y a bien sûr des exceptions, je pense au secteur du luxe, mais aussi à un groupe fameux comme L'Oréal qui ont parfaitement réussi. Mais lorsque l'on analyse les points forts de notre tissu productif, et nous avons des points forts, nos entreprises disposent plutôt d'atouts dans la conception amont, dans la production de composants et de services intermédiaires à forte valeur ajoutée, mais aussi dans les services collectifs, par exemple. C'est donc sur ce positionnement B2B qu'il faut miser en priorité pour conquérir les marchés mondiaux. Oui, mais pas seulement. Mais c'est vrai que c'est souvent notre point fort. Regardez le dynamisme et la modernité d'entreprises comme Gemalto, ST Microelectronics, Valeo dans l'équipement automobile, Capgemini, Atos ou encore Dassault Systèmes, celle de nos groupes de services collectifs. Mais il y a bien plus. C'est sur ce créneau de produits et services B2B que nous avons notre meilleur vivier de start-up et de sociétés de croissance françaises. Cela nous a permis une percée remarquée dans le monde dans les activités liées à l'Internet et à la nouvelle génération d'objets connectés. Alors, qu'est-ce que nos entreprises peuvent attendre du contexte européen dans cette perspective? Le constat, c'est que l'Europe n'est pas d'un grand secours. Certes, nous avons fait Airbus et Ariane, mais il y a bien longtemps. Et il faut rappeler que c'est la France qui a été à l'initiative de ces projets technologiques. Quant à la stratégie de Lisbonne, il faut l'avouer, ça n'a pas donné grand-chose de concret. L'Europe s'est avérée impuissante à faire émerger des Microsoft, des Apple, des Google, des Facebook ou autres Amazon. Le constat, c'est une Europe incapable de toute stratégie industrielle transeuropéenne. C'est son inaptitude à fédérer les intérêts nationaux derrière des projets productifs communs. Alors, il y a un instant, vous avez souligné que la France disposait d'une véritable force de frappe en termes d'innovation grâce au dynamisme de ces entreprises innovantes. Alors, quel doit être le rôle de l'État? Alors, le rôle de l'État. La France fait effectivement partie des États pépinières par sa capacité d'innovation de rupture. L'État doit renforcer son rôle déterminant dans l'amorçage des projets. Mais en prolongement de cet effort, il doit aussi faire contrepoids pour éviter la perte prématurée de nos pépites, qu'il s'agisse de services innovants ou de haute technologie. Mais l'action de l'État doit aussi favoriser des partenariats équilibrés avec des firmes étrangères lorsque c'est nécessaire. C'est indispensable pour que ces entreprises atteignent la taille critique internationale. Il faut absolument éviter la prédation par des acteurs industriels et financiers plus puissants, que ces partenaires soient européens ou non. Mais alors finalement, où aller chercher ces alliances? Vers qui faut-il se tourner? La France, elle a des grands groupes multinationaux. Mais quand on y réfléchit bien, beaucoup se sont construits grâce à leur talent dans les fusions, acquisitions, dans le mécano financier. Par contre, il faut reconnaître que nous n'avons pas su construire une entreprise internationale par implantation directe depuis des décennies. Il faut donc chercher des alliances. Ces alliances, il faut bien souvent les chercher auprès des pays et d'entreprises étrangères capables de porter nos innovations et nos projets au plan mondial. Et cela sans exclusive géographique. Il faut aller vers ceux qui détiennent déjà un pouvoir de réseau, des savoir-faire complémentaires. Il faut aller vers ceux qui peuvent nous ouvrir de très grands marchés. Donc si le projet Europe a déçu, vous ne faites pas pour autant la promotion de la préférence nationale. Ah, la préférence nationale. Oui, effectivement, certains ont tendance à faire de la démagogie et à mélanger la préférence nationale et l'intérêt national avec des analyses ultra simplistes. Non, je voudrais insister, la préférence nationale est aujourd'hui un leurre extrêmement dangereux. Quant à la préférence européenne, c'est une impasse. C'est une impasse compte tenu de l'état du marché européen et du leadership allemand. Au contraire, c'est la mondialisation
qui nous ouvre un espace stratégique. Je dirais même que pour reprendre pied en Europe, il n'y a pas d'autre solution que de jouer délibérément le jeu de la mondialisation, ce que nous les Français, nous avons trop longtemps rejeté. Beaucoup de pays et d'entreprises dans le monde ont d'ailleurs parfaitement conscience, contrairement à ce que croit notre pessimisme national, ils ont parfaitement conscience du potentiel innovateur et technologique de la France. Alors finalement, pour conclure, Laurent Fébis, ces alliances, avec qui? Ce qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes dans un monde multipolaire. La réponse, elle est donc au cas par cas, sans préjugés et sans exclusive. La nécessité, c'est de s'intégrer avec les meilleurs partenaires possibles dans des chaînes de valeur qui sont mondiales. C'est ce que l'on a fait pour sauver Peugeot. C'est sans doute ce qu'il faut le faire avec Alstom. Mais c'est aussi la voie à suivre pour beaucoup de sociétés de croissance qui doivent impérativement s'internationaliser. Et le paradoxe n'est qu'apparent, mais je me répète, il nous faut une stratégie d'alliance multipolaire pour reprendre pied en Europe. Bien, Laurent Fébis, merci pour cette analyse sur les stratégies d'alliance, des stratégies d'alliance qui doivent être multipolaires. Merci encore. Merci.